Je vous souhaite une excellente année et merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast chaque soir. Merci également lesoreilletpaul.fr de soutenir Somnifère. Ce sont des oreillers haut de gamme à mémoire de forme qui s'adaptent à la morphologie de votre visage. Plus d'informations et un code promo dans la description de cet épisode. Chut. Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 31 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un train qui se volatilise mystérieusement entre Liverpool et Manchester en Angleterre. C'est une nouvelle d'Arthur Conan Doyle intitulée Le train perdu. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Étienne de Moncassin et Éléonore de Valenciennes et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement et abandonnez votre corps sur le matelas. Le week-end est maintenant terminé. Peut-être reprenez-vous le travail demain. Peut-être que vous appréhendez la semaine qui arrive pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous allons nous détendre ensemble, apaiser notre mental mais aussi notre corps et nous offrir un moment bien mérité de relaxation. Que vous soyez anxieux ou triste à cause d'une deadline au travail, d'un problème familial, d'un conflit quelconque, de la crise sanitaire, d'un sentiment de solitude, en réalité, au moment où vous m'écoutez, ça n'a absolument aucune sorte d'importance. Mettez tout ça de côté, dans un tiroir de votre esprit, et fermez-le à double tour jusqu'à demain. Couvrez-vous bien s'il fait un peu frais, et prenez tout d'abord une grande inspiration par le nez. Et expirez lentement par la bouche. À nouveau, grande inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Prenez quelques instants pour porter votre attention sur votre respiration sans essayer d'en modifier le rythme de quelque manière que ce soit. Observez simplement votre respiration et soyez conscient des appuis de votre corps sur le matelas. Et notez comme votre corps semble devenir de plus en plus lourd à chaque expire. Si vous faites partie des gens qui ont du mal à déconnecter de leur journée, il peut être utile d'avoir un rituel chaque soir après lequel vous décidez de ne plus laisser les pensées parasites, les ruminations, l'appréhension, perturber ou retarder votre sommeil. Par exemple, vous pouvez vous dire qu'après avoir fait la vaisselle, ou après avoir pris une douche, ou après avoir promené le chien, ou après avoir appliqué votre crème hydratante pour la nuit, alors votre journée est définitivement terminée, que c'est le temps du repos, que le reste attendra demain. Ça peut paraître un peu simple sur le papier, mais si vous conscientisez chaque soir en faisant une activité qu'elle signe la fin de votre journée, vous habituerez petit à petit votre cerveau à se mettre en veille pour la soirée. Relaxez vos paupières, elles deviennent intensément calmes.
posées sur vos yeux qui se détendent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre vos deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se lissent. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Ce relâchement arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont parfaitement détendus. Ressentez leur poids sur le matelas. Relâchez bien votre ventre. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente du corps vous entraîne vers une détente de l'esprit. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Arthur Conan Doyle, Le train perdu. La confession d'Herbert de Larnac, aujourd'hui détenu à Marseille, vient de jeter quelques lumières sur un forfait classé parmi les plus mystérieux du siècle, et sans précédent je crois, dans les annales judiciaires d'aucun pays. Bien que les cercles officiels gardent en l'espèce une extrême réserve, et nonobstant le peu de renseignements fournis à la presse, certaines indications permettent de considérer les assertions du criminel comme effectivement démontrées, et d'admettre qu'une solution est enfin acquise au plus extravagant des problèmes. Comme il s'agit d'une affaire vieille de 20 ans, et dont une crise politique en détournant à cette époque l'attention du public ne laissa pas apparaître toute l'importance, autant vaut sans doute exposer les faits, tels qu'ils se présentent après contrôle. Nous en emprunterons le détail aux articles que publièrent dans le temps les journaux de Liverpool au dossier de l'enquête concernant John Slender, le mécanicien, et au registre mis obligeamment à notre disposition par la London and West Coast Company. Le 3 juin, un monsieur disant se nommer Louis Caratal demandait à voir monsieur James Bland, chef de gare de la London and West Coast Central Station à Liverpool. C'était un homme entre deux âges, court de taille, brun, et cassé en deux comme par une déformation de la colonne vertébrale. Il avait pour compagnon
Un individu de stature imposante, mais dont les façons respectueuses et le zèle attentif disaient la situation dépendante. Ce compagnon, ou cet ami, dont on ne sut jamais le nom, était sûrement étranger et probablement, si l'on en jugeait à son teint basané, un Espagnol ou un Sud-Américain. On remarqua qu'il portait sous le bras gauche un petit portefeuille de cuir noir. Un employé du bureau central, qui avait de bons yeux, observa même qu'une courroie retenait le portefeuille à son poignet. Dans le premier moment, on ne prêta pas au fait une signification spéciale. Les événements devaient se charger de lui en donner une. Monsieur Caratal fut introduit dans le bureau de Monsieur Bland. Son compagnon resta dehors. L'affaire de Monsieur Caratal se régla très vite. Il arrivait cet après-midi même de l'Amérique centrale. Des affaires de la plus haute gravité l'appelaient à Paris, sans lui laisser le loisir de perdre une minute. Ayant manqué l'express de Londres, il demandait la formation d'un train spécial. Il ne regardait pas au prix, le temps seul comptait, et il acceptait les conditions de la compagnie, pourvu qu'elle fît diligence. M. Bland pressa un bouton électrique, manda M. Potterhood chef de l'exploitation, et arrangea tout en 5 minutes. Le train partirait dans les 3/4 d'heure ou 1 heure. On attela une puissante machine à 2 voitures suivies d'un fourgon pour le conducteur. La première voiture ne devait servir qu'à amortir les oscillations du train. La seconde comprenait comme d'habitude 4 compartiments, un salon et un fumoir de première classe, un salon et un fumoir de deuxième. On attribua aux 2 voyageurs le premier compartiment qui était le plus proche de la machine, les 3 autres restèrent vides, et l'on désigna comme conducteur James Macpherson, employé à la compagnie depuis plusieurs années. Le chauffeur, William Smith, n'avait que de récents états de service. Monsieur Caratal, en quittant le bureau du chef de gare, rejoignit son compagnon. Tous les deux manifestaient la plus vive impatience. Après avoir payé le prix demandé, ils prièrent qu'on leur montrât le compartiment qu'ils devaient occuper, et ils s'y installèrent tout de suite, bien que sachant qu'il s'écoulerait près d'1 heure avant qu'on leur donnât la voie libre. Entre-temps, il se produisait dans le bureau d'où sortait à peine M. Caratal une coïncidence singulière. Une demande de train spécial n'a rien de très exceptionnel dans une ville qui est un gros centre de commerce, mais 2 en un même après-midi, cela ne se voit pas tous les jours. Or, M. Bland avait à peine congédié le premier voyageur qu'un second venait de lui présenter la même requête. Celui-ci était un monsieur Horace Moore, personnage d'aspect distingué et d'allure militaire. Une subite et sérieuse indisposition de sa femme le mettait, disait-il, dans l'obligation de partir pour Londres sans différer d'1 minute. Son anxiété, sa détresse étaient si évidentes que M. Bland fit ce qu'il pouvait pour lui donner satisfaction. Former un second train spécial, il n'y fallait pas songer, le premier compliquant déjà le service. Restait donc que M. Moore partageât les frais de M. Caratal et voyageât dans le compartiment de première classe demeuré vide, si M. Caratal refusait de l'admettre dans le sien. Il ne semblait pas qu'un pareil arrangement dût soulever de difficultés. Pourtant, aux premières ouvertures de M. Potterhood, M. Caratal répondit par un refus tout net. Il avait payé le train, il entendait le réserver à son seul usage. Aucun argument ne vint à bout de sa résistance. On dut renoncer. M. Horace Moore se retira en proie à la plus vive inquiétude quand il sut qu'il ne lui restait d'autre ressource que le train omnibus de 6 heures. À 4h30 et 1 minute exactement, le train qui emportait M. Caratal et son compagnon quitta la station de Liverpool. La voie était libre, il n'y aurait pas d'arrêt jusqu'à Manchester. Les trains du réseau London and West Coast empruntent les voies d'une autre compagnie jusqu'à cette ville, que le spécial aurait dû atteindre avant 6 heures. À 6h15, les bureaux de Liverpool éprouvèrent une surprise considérable, voisine de la consternation, au reçu d'un télégramme de Manchester leur annonçant que le train n'était pas encore arrivé. On interrogea la station de Sainte-Hélène, sise au tiers du parcours entre les 2 villes,
et on obtint la réponse suivante. James Bland, chef de gare, Liverpool. Spécial, passé, 4h52, comme fixé. Sainte-Hélène. Il était 6h40 lorsqu'arriva ce télégramme. À 6h50, arrivait un second message de Manchester. Aucun signe du spécial annoncé. Et 10 minutes plus tard, un troisième encore plus déconcertant. Présumons quelque erreur dans le graphique du spécial. Train local de Sainte-Hélène, qui devait le suivre, vient d'arriver sans en avoir vu trace. Prière, télégraphié, instruction. L'affaire prenait un tour invraisemblable. Néanmoins, les bureaux de Liverpool se sentirent à certains égards soulagés par ce dernier télégramme. Si le spécial avait eu un accident, on ne pouvait guère admettre que le train local eût passé sans rien remarquer sur la même ligne. Et cependant, que croire ? Où pouvait être le train ? L'avait-on garé pour un motif quelconque afin de laisser passer l'omnibus ? Une telle explication se justifiait à la rigueur par la nécessité de quelques petites réparations. On télégraphia à chacune des stations entre Sainte-Hélène et Manchester. Le chef de gare et le directeur de l'exploitation, tous deux au comble de l'inquiétude, attendirent à l'appareil les dépêches qui devaient les renseigner sur le sort du train. Les réponses arrivèrent dans l'ordre des demandes, qui correspondait à l'ordre des stations à partir de Sainte-Hélène. Collins Green, spécial passé à 5h. Earlstown, spécial passé à 5h06. Newton, spécial passé à 5h10. Kenyon Junction, spécial passé à 5h20. Barton Moss, aucun train spécial passé ici. Les deux chefs de service, abasourdis, se regardèrent. « J'ai 30 ans de carrière, dit M. Bland, et ne me souviens pas d'une histoire pareille. »« C'est en effet un cas unique, monsieur, une affaire inexplicable. Le spécial aura eu sans doute un accident entre Kenyon Junction et Barton Moss. Si j'ai bonne mémoire, il n'y a de ce côté aucune voie de garage. Il faut donc que le spécial ait déraillé. Mais alors, comment l'omnibus de 4h50 ne se serait-il aperçu de rien en passant sur la même voie ? Nous n'avons pas le choix des hypothèses, monsieur Hood. Il faut que cela soit. Peut-être le train local aura-t-il fait quelque observation de nature à éclaircir un peu ce mystère. Nous allons, pour plus ample informer, télégraphier à Manchester et donner des instructions à Kenyon Junction afin qu'on examine la ligne jusqu'à Barton Moss. La réponse de Manchester ne se fit pas attendre. Toujours sans renseignement du spécial, mécanicien et conducteur omnibus certifie aucun accident entre Kenyon Junction et Barton Moss. Voie libre et présentant rien d'anormal. Ce mécanicien et ce conducteur auront de mes nouvelles, grommela M. Bland. Ils auront passé sans s'en apercevoir à côté d'une catastrophe. Évidemment, le train spécial aura déraillé sans endommager la ligne. Comment ? C'est, je l'avoue, ce qui me dépasse. Mais cela ne peut pas ne pas être, et nous allons d'un instant à l'autre recevoir de Kenyon Junction ou de Barton Moss un télégramme nous annonçant qu'on a découvert le train au bas d'un remblai. La prédiction de M. Bland ne se réalisa pas. Au bout d'une heure, l'on recevait du chef de station de Kenyon Junction la dépêche suivante. Aucune trace du spécial manquant. Tout à fait certain que passa ici et n'atteignit pas Barton Moss. Avons détaché machine du train marchandises et j'ai moi-même exploré ligne, mais ai trouvé partout voie libre et nul signe accident. Éperdu, M. Bland s'arrachait les cheveux. « C'est de la folie, Hood, criait-il. Un train ne peut pourtant pas, en Angleterre et au beau milieu du jour, s'évaporer dans l'air, c'est absurde. Une machine, un tender, 2 voitures, un fourgon et 5 hommes, tout cela perdu sur une ligne directe. Si dans 1 heure je n'ai pas un renseignement positif, je prends l'inspecteur Collins et me mets en route. » Le renseignement positif, on l'eut enfin
par un nouveau télégramme de Kenyon Junction. Au regret, vous avisez qu'on vient de trouver, parmi fourrés à jonc, à 2000 un quart station, cadavre John Slater, mécanicien du spécial. Slater, tombé de sa machine, avait dégringolé talus. Blessure tête, conséquence chute, semble avoir déterminé mort. Examen minutieux des lieux n'a pas permis relever la moindre trace du spécial manquant. J'ai déjà dit qu'une crise politique déchirait à ce moment l'Angleterre. D'autre part, de graves événements survenus à Paris contribuaient à détourner l'attention publique. Un énorme scandale menaçait dans son existence le gouvernement français et dans leur honneur un certain nombre de gros personnages. Tout cela occupait surabondamment la presse, en sorte que la disparition du train spécial n'émut pas l'opinion comme elle l'eût fait en des temps moins troublés. Plusieurs journaux de Londres n'y virent qu'une ingénieuse mystification, jusqu'au jour où l'enquête du coroner au sujet de l'infortuné mécanicien, sans donner aucun résultat notable, les convainquit du drame. Accompagné de l'inspecteur Collins, chef du service de sûreté de la compagnie, M. Bland partit le soir même pour Kenyon Junction. Leurs recherches, poursuivies tout le jour du lendemain, restèrent infructueuses. Non seulement on ne trouva pas trace du train disparu, mais on n'aboutit même pas à une conjecture acceptable. D'un autre côté, cependant, le rapport de l'inspecteur Collins, que j'ai sous les yeux au moment où j'écris ceci, montrait que les circonstances favorables à une disparition étaient plus nombreuses qu'on aurait pu croire. Sur toute la longueur entre ces deux points, disait-il, la ligne traverse une région de forges et de houillères. Parmi ces houillères, les unes sont en pleine exploitation, les autres ont été abandonnées. On n'en compte pas moins de 12 qui, par un minuscule réseau à voie étroite, roulent leurs wagonnets jusqu'à la grande ligne. Nous n'en tiendrons naturellement aucun compte, mais il y en a 7 autres qui ont, ou ont eu, leur ligne particulière s'embranchant au moyen d'aiguilles sur la ligne principale, de façon à assurer le transport direct de la production depuis la mine jusqu'au grand centre distributeur. Chacune de ces lignes n'a du reste qu'une longueur de quelques milles. 4 sur 7 appartiennent à des usines épuisées, ou du moins actuellement inexploitées. L'une d'entre elles, la Heartsease, fut il y a 10 ans une des mines les plus importantes du Lancashire. Nous pouvons en faire abstraction dans nos recherches, car pour prévenir toute éventualité d'accident, on a pris soin d'enlever les rails les plus proches de la grande ligne, si bien que le raccordement n'existe plus. Restent 3 autres voies latérales, conduisant A aux forges de Carnstock, B à la mine du Grand Ben, C à la mine de Persévérance. De ces 3 lignes, celle du Grand Ben ne dépasse pas en longueur un quart de mille et finit à un mur de charbon qui attend qu'on en débarrasse l'entrée de la mine. Il n'a été vu ni entendu de ce côté quoi que ce soit de spécial. La ligne des forges de Carnstock resta bloquée toute la journée du 3 par un changement de 16 wagons d'hématite. Elle est à voie simple et rien n'y pouvait passer. Quant à la ligne de Persévérance, elle est à double voie et très active à cause du gros débit de la mine. Le 3 juin, le mouvement s'y effectua comme à l'ordinaire. Des centaines d'hommes, et notamment des équipes de poseurs, travaillèrent d'un bout à l'autre de la ligne, laquelle a un développement total de 2001 quarts. On ne concevrait donc pas qu'un train s'y fût engagé à l'improviste sans attirer l'attention générale. Nous ferons remarquer en terminant que cet embranchement est plus proche de Sainte-Hélène que le point où l'on découvrit le corps du mécanicien, et nous avons tout lieu de croire que le train avait dépassé ce point avant de disparaître. En ce qui concerne John Slater, l'état du corps et les blessures qu'il portait n'autorisent aucune hypothèse. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que vraisemblablement le malheureux tomba de sa machine. Comment il en tomba? Est-ce que la machine devint après la chute? Autant de questions sur lesquelles je ne me sens pas assez qualifié pour émettre une opinion personnelle. Et l'inspecteur concluait, par l'offre de sa démission, les journaux de Londres l'ayant piqué au vif en l'accusant d'incompétence. Un mois s'écoula, durant lequel la police et la compagnie poursuivirent simultanément
et vainement leurs recherches. Le train avait disparu. Chaque jour, le public ouvrait les journaux avec la certitude d'y trouver la solution de cet étrange mystère. Mais les semaines succédaient aux semaines, et la solution n'arrivait toujours pas. En plein jour, un après-midi de juin, dans la partie la plus populeuse de l'Angleterre, un train avec tous ses occupants avait disparu, aussi complètement que si l'art subtil d'un chimiste l'eût volatilisé en gaz. Entre les nombreuses hypothèses que proposèrent les journaux ou les particuliers, il y en eut 2 ou 3 assez plausibles pour éveiller l'intérêt du public. Un amateur logicien, à qui ces spéculations avaient valu quelque notoriété, essaya dans le Times de résoudre le problème d'une façon critique et mi-scientifique. Il suffira que nous donnions ici un extrait de sa lettre. Les curieux la retrouveront tout entière dans le numéro du 3 juillet. C'est un des principes élémentaires du raisonnement pratique, écrivait le correspondant du Times, que l'impossible une fois éliminé, ce qui reste, fût-il improbable, doit contenir la vérité. Nous savons qu'indéniablement le train quitta Kenyon Junction. Nous savons qu'indéniablement il n'atteignit pas Barton Moss. Nous devons donc considérer comme éminemment invraisemblable et néanmoins possible qu'il ait pris l'un des 7 embranchements existants. Mais étant de toute évidence qu'un train ne saurait circuler là où manque le rail, nous pouvons réduire nos improbables aux 3 lignes ouvertes, savoir nommément celle des forges de Carnstock, celle du Gros-Ben et celle de Persévérance. Existe-t-il une société secrète de mineurs, une Camorra anglaise capable de détruire d'un seul coup tout un train et tous les gens qu'il transporte? C'est improbable, mais non pas impossible. Je ne saurais, je l'avoue, suggérer d'autres solutions. Mon sentiment très net, c'est que la compagnie devait exercer une surveillance rigoureuse sur ces 3 lignes et sur les travailleurs des exploitations qu'elles desservent. Des recherches soigneusement faites chez les prêteurs à gages du district fourniraient peut-être d'utiles données. Venant d'un homme dont on reconnaissait l'autorité en ces matières, l'idée émut vivement l'opinion, mais en même temps, elle souleva l'opposition violente de ceux qui la jugeaient absurdement diffamatoire pour une catégorie de citoyens méritants et honnêtes. On mit les récalcitrants au défi d'avancer une proposition plus vraisemblable. À cela, il y avait 2 réponses toutes prêtes, dans les Times des 7 et 9 juillet. Selon la première, le train, après avoir déraillé, avait dû s'engloutir dans le canal Lancashire-Stratfordshire, qui court parallèlement à la voie ferrée sur une centaine de mètres. On y opposa un argument péremptoire, la profondeur du canal tout à fait insuffisante à l'engloutissement d'un train. La seconde signalait comme suspecte le portefeuille qui semblait constituer l'unique bagage des voyageurs et suggérait qu'il avait pu contenir un explosif nouveau d'une formidable puissance destructive. Mais la plaisanterie était évidente de supposer qu'un train pût être pulvérisé tout entier et les rails ne subirent aucun dommage. Ainsi, les recherches aboutissaient à une impasse, quand survint un incident imprévu. Mrs. Macpherson, femme de James Macpherson, qui avait convoyé le spécial en qualité de conducteur, reçut de son mari une lettre. Cette lettre portait la date du 5 juillet, avec le timbre de New York, et parvint à destination le 14. On exprima des doutes sur son authenticité, mais Mrs. Macpherson en garantit l'écriture et le fait qu'elle contenait en billets un envoi de $500 suffit à exclure toute idée de mystification. Elle ne donnait aucune adresse et était conçue en ces termes. Chère épouse, j'ai beaucoup réfléchi et trouve très dur de vous abandonner, vous et Lizzie. Je tâche de lutter, mais toujours votre idée me tracasse. Je vous envoie un peu d'argent, dont vous ferez 20 livres anglaises. Vous avez avec ça de quoi traverser toutes les 2 l'Atlantique. Les bateaux de Hambourg qui font escale à Southampton sont de très bons bateaux et moins chers que ceux de Liverpool. Si vous pouviez venir ici et descendre à la maison Johnston, j'essaierai de vous faire tenir un mot qui vous fixe au lieu de rencontre. Pour l'instant, je suis dans les difficultés et pas très heureux.
car d'avoir à vous sacrifier toutes deux, ça me semble rude. Mais assez pour l'instant. Votre mari, qui vous aime, James Macpherson. On voulut espérer un moment que cette lettre jetterait enfin un peu de clarté sur l'affaire, d'autant qu'on établit qu'un voyageur dont le signalement correspondait à celui du conducteur Macpherson avait pris le 7 juin à Southampton sous le nom de Somers le paquebot Vistule, qui fait le service entre Hambourg et New York. Mrs. Macpherson et sa sœur Lizzie, se conformant aux prescriptions de la lettre, partirent pour New York et firent dans la maison Johnston un séjour de 3 semaines, mais n'y reçurent de lui aucune nouvelle. Sans doute avait-il compris à certaines indiscrétions de la presse que la police se servait d'elle pour l'amorcer. Toujours est-il que, ne le voyant pas venir, les deux femmes durent s'en retourner à Liverpool. Les choses restèrent donc sans faire un pas jusqu'à cette année où nous sommes. Si incroyable que cela puisse paraître, rien n'était venu durant ces 18 ans dissiper un tant soit peu l'ombre qui planait sur l'extraordinaire disparition du train portant Caratal et son compagnon. D'une minutieuse enquête sur les deux voyageurs, il ressortait que Caratal était un agent politique et un financier bien connu du Centre-Amérique, qu'il avait manifesté durant son voyage en Europe une extrême impatience d'atteindre Paris, que son compagnon, inscrit au nombre des passagers sous le nom d'Eduardo Gomez, était un homme violent à réputation de querelleur et de bravache, mais honnêtement dévoué aux intérêts de Caratal dont il protégeait la faiblesse physique. Il sied d'ajouter qu'on n'avait eu de Paris aucun renseignement sur les raisons qui avaient pu pousser Caratal à précipiter son voyage. L'affaire en était là quand parut dans les journaux de Marseille la confession d'Herbert de Larnac, condamné à mort pour le meurtre d'un négociant nommé Bonvalot. Nous la reproduisons telle qu'elle. En livrant au public ce document, je ne cède pas à un sentiment de vanité ni de forfanterie. Aussi bien me targuerais-je à bon droit d'une douzaine d'exploits non moins magnifiques, mais il faut qu'à Paris quelques beaux messieurs le sachent. Si je suis en état de révéler ce qui advint de M. Caratal, je suis incapable également de dénoncer les instigateurs et les mobiles du crime, à moins que la mesure gracieuse que j'attends n'intervienne très vite. Tenez-vous pour prévenus, messieurs, alors qu'il en est encore temps. Vous connaissez Herbert de Larnac. Vous savez qu'avec lui, le geste suit de près la parole. Dépêchez-vous donc, ou vous êtes perdu. Pour le moment, je ne prononcerai pas de nom. Si je prononçais des noms, que ne penserait-on pas? Je me bornerai à dire avec quelle habileté je menai l'entreprise. Je servis loyalement ceux qui usaient de moi, je ne doute pas qu'ils ne me rendent l'appareil, je l'espère, et jusqu'au jour où j'aurai la certitude de leur trahison, je m'abstiendrai d'une divulgation qui bouleverserait l'Europe. Donc cette année-là avait lieu à Paris un procès fameux, conséquence d'un monstrueux scandale financier et politique. Le degré de monstruosité où atteignait ce scandale, c'est ce qui n'a jamais été su de personne que d'agents très secrets comme moi. Il menaçait l'honneur et l'avenir de quelques-uns des plus gros bonnets de France. Vous avez vu un jeu de quilles. Elle se dresse, guindée, sévère, rigide. La boule arrive de loin, et paf, paf, paf. Voilà les 9 quilles par terre. Imaginez sous les espèces de ces quilles certains hommes français des plus considérables. M. Caratal fut la boule qu'on vit venir de loin. S'il arrivait, paf, paf, paf. On décida qu'il n'arriverait pas. Je n'ai garde de prétendre qu'ils aient tous eu le sentiment des événements nécessaires. Je répète que de grands intérêts, tant financiers que politiques, étaient en jeu. Un syndicat se constitua pour mener l'affaire. Certains y donnèrent leur adhésion qui en connaissaient à peine l'objet. D'autres, en revanche, le comprenaient très bien et ils peuvent compter sur moi pour n'avoir pas oublié leur nom. Bien avant son départ du Sud-Amérique, il savait par de nombreux avis l'imminente arrivée de Caratal et que son témoignage entraînerait leur ruine. Le syndicat disposait de capitaux sans limite. Je dis bien sans limite.
il chargea un agent capable de manier ce levier gigantesque. Il avait besoin d'un homme actif, résolu, s'adaptant aux circonstances, d'un homme, enfin, tel qu'on en trouve 1 sur 1 million. Il choisit Herbert de Larnac, et je conviens qu'il eut raison. Je devais choisir à mon tour mes subordonnés, puis utiliser les ressources que donne l'argent et empêcher que Caratal arrivât jamais à Paris. Avec l'énergie qui me caractérise, je n'avais pas reçu mon mandat depuis 1 heure que déjà je me mettais en devoir de le remplir et prenais à cet égard les mesures les plus efficaces. Je dépêchai en Amérique un homme de confiance chargé de filer Caratal durant son voyage. Il fut arrivé à temps que jamais le navire n'eût touché le port, mais il arriva trop tard et le navire avait hélas déjà pris le large. Je frétai un petit brick armé pour barrer la route au navire. Ici encore, j'eus la chance contre moi. Cependant, comme tous les grands organisateurs, j'avais prévu l'insuccès et tenais prête une série de solutions dont l'une ou l'autre devait être la bonne. Il ne faudrait pas croire que j'exagère les difficultés de ma tâche, ni qu'un vulgaire assassinat dût tout résoudre. Nous avions à détruire non seulement Caratal, mais les documents de Caratal, et par-dessus le marché, les compagnons de Caratal, si nous avions lieu de croire qu'il leur eût communiqué ses secrets. Notez bien que, redoutant un attentat, tout ce monde-là se tenait sur le qui-vive. Ainsi, la besogne me convenait à merveille, car c'est là surtout où les autres s'effarent que j'ai la maîtrise de mes moyens. J'avais pris mes dispositions pour recevoir Caratal à Liverpool, et je l'attendais avec d'autant plus d'impatience que de son côté, autant que je pouvais le savoir, il s'était arrangé pour avoir autour de lui une garde nombreuse lors de son arrivée à Londres. Tout ce qu'il y avait à faire devait se faire entre le moment où il mettrait le pied sur le quai de Liverpool et celui où il arriverait au terminus du chemin de fer London and West Coast. Nous arrêtâmes 6 plans, tous plus mûris les uns que les autres. Les mouvements mêmes de Caratal décideraient lequel des 6 serait mis en œuvre. Quoi que fit Caratal, nous étions prêts. Qu'il s'arrêtât à Liverpool, nous étions prêts. Qu'il prît un train ordinaire, un express, un train spécial, nous étions prêts. Nous avions tout prévu et pourvu à tout. On entend bien que je ne suffisais pas à tout par moi-même. Savais-je rien des chemins de fer anglais, mais il n'est pas de pays au monde où l'argent ne suscite les bonnes volontés, et je ne mis pas longtemps à m'assurer le concours d'un de mes plus remarquables cerveaux de l'Angleterre. J'ai dit que je ne prononcerai pas de nom, mais je ne commettrai pas l'injustice de n'attribuer qu'à moi la réussite. Mon allié anglais méritait cette alliance. Il connaissait à fond le réseau de la London and West Coast et avait sous la main une troupe d'ouvriers intelligents et sûrs. Il conçut l'idée. Je n'eus à donner mon avis que sur les détails. Nous achetâmes plusieurs agents de la compagnie, notamment James Macpherson, que nous savions avoir le plus de chances d'être désigné comme le conducteur en cas de formation d'un train spécial. Nous sondâmes John Slater, le mécanicien, mais ayant rencontré de sa part une résistance dangereuse, nous renonçâmes. Rien ne nous garantissait que Caratal dût voyager par train spécial. La chose, cependant, semblait des plus probables, en raison de l'importance extrême qu'il y avait pour lui à ne pas différer d'un instant son arrivée à Paris. Nous avisâmes en conséquence, et nous avions mis la dernière main à nos préparatifs bien avant que le steamer fût en vue des côtes anglaises. Particularité amusante, j'avais un de mes agents à bord du bateau pilote qui conduisit le navire au mouillage. Au moment où Caratal descendit à Liverpool, nous comprîmes qu'il flairait le danger et se tenait sur ses gardes. Il amenait avec lui un homme redoutable du nom de Gomez, armé et disposé à faire usage de ses armes. Ce Gomez portait les papiers secrets de Caratal. Évidemment, il les défendrait non moins qu'il défendrait son maître. Caratal l'avait sans doute admis dans ses conseils. Écarter Caratal sans écarter Gomez, c'était gaspiller sa peine. Il fallait de toute nécessité qu'un même sort les roulât l'un et l'autre. La demande d'un train spécial favorisa beaucoup nos desseins. 2 sur 3 des hommes composant le personnel du train nous étaient acquis,
à des conditions qui leur assuraient l'indépendance pour le reste de leurs jours. Je ne me risquais pas à prétendre que les Anglais soient plus honnêtes que les gens d'aucune autre nationalité, mais ils m'ont coûté davantage. J'ai déjà parlé de mon agent anglais, homme de grand avenir si quelque maladie de la gorge ne l'emporte avant l'heure. Il dirigeait tout à Liverpool, cependant que moi-même, dans la petite hôtellerie de Kenyon, devenue mon poste, j'attendais le signal convenu pour agir. Sitôt décidé la formation d'un train spécial, je reçus de lui une dépêche m'avisant du délai dans lequel j'avais à me tenir prêt. En même temps, sous le nom d'emprunt d'Horace Moore, il sollicitait à son tour et pour son propre compte la formation d'un second train spécial, espérant par là se faire admettre à voyager avec Caratal, ce qui éventuellement pouvait nous rendre service. Supposez, par exemple, que notre coup manquât, un devoir s'imposait à notre agent, tuer les deux hommes et détruire leurs papiers. Mais Caratal, qui se méfiait, refusa d'admettre personne. Mon agent sortit de la gare par une porte, y rentra par une autre, et s'introduisit à contrevoix dans le fourgon du conducteur Macpherson avec lequel il fit voyage. De mon côté, je ne restais pas inactif, notre organisation, achevée depuis des jours, n'avait plus besoin que du coup de pouce. L'embranchement par nous choisi se trouvait coupé de la grande ligne. Pour l'y raccorder de nouveau, il suffirait de quelques rails remis en place. Nous en posâmes toute la longueur possible sans risquer d'éveiller l'attention. Il n'y aurait plus ensuite qu'à compléter la jonction et rétablir les aiguilles. Les traverses n'avaient jamais été enlevées, rails, coussinets, rivets, nous avions tout à pied d'œuvre, l'ayant pris à une voie de garage sur une section abandonnée de la ligne. Grâce à ma petite équipe d'ouvriers spéciaux, tout fut en état bien avant l'arrivée du spécial. Et quand il arriva, il s'engagea si aisément sur la voie latérale qu'il ne sembla pas que les voyageurs aient ressenti la moindre secousse en franchissant l'aiguille. D'après nos plans, Smith, le chauffeur, devait chloroformer John Slater, le mécanicien, puis s'éclipser avec les autres. Sous ce rapport, mais sous ce rapport seulement, nos plans échouèrent. Notre chauffeur, en effet, s'y prit si maladroitement que Slater, en se débattant, tomba de la machine. Sans doute notre chance voulut qu'il se rompît le cou dans sa chute, mais l'accident n'en reste pas moins une tache sur ce qui serait sans cela un de ces chefs-d'œuvre qu'on ne peut contempler qu'avec une admiration muette. Pour peu qu'on s'y connaisse, on verra chez John Slater le seul point faible de nos admirables combinaisons. On peut se permettre d'être franc après un triomphe, c'est pourquoi je proclame, mettant le doigt sur John Slater, que ce fut là notre point faible. Mais voici le train spécial engagé sur la voie de 2 kilomètres. Ce qui mène, ou plutôt menait, à l'une des principales mines de charbon de l'Angleterre. On me demandera comment il se fit que personne ne remarqua le passage du train sur cette ligne hors d'usage. Je répondrai que sur toute sa longueur, elle court dans une tranchée profonde et qu'à moins d'occuper le bord du talus, on ne pouvait la voir. Il y avait quelqu'un au bord du talus, il y avait moi, et je dirais ce que je vis. Mon auxiliaire gardait l'aiguille de façon à commander la direction du train. Il avait avec lui 4 hommes armés. Ainsi, dans le cas d'un déraillement que rendait probable l'état de l'aiguille rongée par la rouille, nous avions la ressource de tomber encore sur les voyageurs. Une fois le train aiguillé, il me passait les responsabilités. J'attendais donc en armes moi aussi, et en compagnie de 2 hommes également armés, à un endroit qui surplombe l'ouverture de la mine. Quoi qu'il advînt, j'étais prêt. Quand le train eut bifurqué sans encombre, Smith ralentit sa marche, puis le relançant à toute vitesse, sauta de sa machine avant qu'il fût trop tard. Macpherson et mon lieutenant anglais firent de même. Peut-être le ralentissement momentané du train éveilla-t-il d'abord l'attention des voyageurs, mais il avait déjà repris son élan avant que leur tête apparusse à la portière. Je souris en imaginant leur stupeur. Représentez-vous vos propres sentiments si, en vous penchant à la portière d'un train de luxe, vous aperceviez tout à coup une voie ruinée par le défaut d'usage et d'entretien et jaunie par la rouille. Quel arrêt dut se produire dans leur respiration à la seconde où ils constatèrent que ce n'était pas Manchester, mais la mort qui les attendait au terme de ce trajet sinistre.
Leur train, cependant, lancé à une allure frénétique, courait, roulait, sursautait avec d'effroyables grincements de roues sur les aspérités de la surface. Je voyais de près leur visage. Je crois que Caratal priait. Quelque chose qui avait l'air d'un rosaire lui pendillait entre les doigts. L'autre mugissait comme un taureau qui renifle le sang de l'abattoir. Il nous vit debout sur le talus et se mit à nous faire des signes insensés. Puis, l'arrachant à son poignet, il nous jeta son portefeuille. Impossible de se méprendre sur le sens de ce geste. Là étaient les documents accusateurs, et l'on nous promettait le silence si nous faisions grâce de la vie. Nous n'aurions pas demandé mieux que de pouvoir satisfaire aux vœux des deux hommes, mais les affaires sont les affaires, et le sort du train nous échappait autant qu'à eux. Les mugissements cessèrent quand, avec un horrible bruit de ferraille, le train prit la courbe et que les voyageurs aperçurent béante la gueule de la mine. Nous avions enlevé la palissade qui la masquait, de façon à la dégager tout entière. Dans le principe, et en vue de faciliter le chargement du charbon, les rails arrivaient très près de la fosse. Pour en atteindre l'extrémité, nous avions ajouté 2 ou 3 longueurs de rails qui, au lieu de tomber juste, se projetaient de quelques pieds au-dessus du gouffre. Nous apercevions les 2 têtes à la portière, Caratal au-dessous, Gomez au-dessus. La stupeur leur clouait la bouche, et ils semblaient, l'un et l'autre, incapables de quitter leur place, comme paralysés par l'horreur de ce qu'ils voyaient. Je m'étais demandé comment, à toute vitesse, le train aborderait l'abîme vers lequel je l'avais aiguillé. Un de mes collaborateurs estimait qu'il bondirait par-dessus le puits de la mine, et peu s'en fallut qu'il ne le franchît en effet. Par bonheur, cependant, il tomba court, et les tampons de la machine allèrent heurter avec un fracas terrible le bord opposé de la fosse. La cheminée vola dans l'air. Tender, voitures, fourgons s'écrasèrent les uns contre les autres et, avec les autres débris de la machine, obstruèrent 1 minute ou 2 l'ouverture. Puis quelque chose céda au milieu, et ferrailles vertes, charbon fumant, tubes de cuivre, roues, boiseries, coussins, la masse entière broyée, pulvérisée, s'engouffra dans la mine. Nous entendîmes les débris battre, puis longtemps après il y eut un bruit de choc, comme si ce qui restait du train eût touché le fond. La chaudière dut éclater car une détonation violente se fit entendre. Un épais nuage de vapeur et de fumée tournoya au-dessus des profondeurs noires et retomba sur nous en poussière de pluie. Enfin, le nuage se déchira, un soleil printanier en dissipa les touffes légères, et tout rentra dans la paix à la mine de Heartsease. Nos plans ainsi menés à bonne fin, nous n'avions plus qu'à en effacer toute trace. Déjà, notre petite troupe d'ouvriers avait à l'autre bout enlevé les rails de raccordement et rétabli l'ancien état des choses. Nous n'eûmes pas moins à faire pour notre part à l'entrée de la mine. La cheminée fut avec le reste des débris jetés dans le puits, nous enlevâmes la partie des rails aboutissant à l'orifice et remîmes en place la palissade. Enfin, sans précipitation mais sans retard, nous quittâmes tout le pays, la plupart à destination de Paris. Mon agent anglais partit pour Manchester et Macpherson pour Southampton, d'où il émigra en Amérique. On sait par les journaux anglais si nous avions accompli notre œuvre et si nous parvînmes à dépister complètement les plus fins limiers de la police. J'ai dit que Gomez nous avait jeté son portefeuille par la portière. Inutile d'ajouter que je le mis en lieu sûr et ne m'en dessaisis qu'en bonne main. Il peut cependant être intéressant pour ceux qui m'employèrent d'apprendre que j'en retirai 2 ou 3 papiers susceptibles de me servir à l'occasion comme souvenir. Je ne désire pas les livrer à la publicité, mais chacun pour soi en ce monde, et quel autre parti me reste-t-il à prendre si mes amis me refusent l'aide que je leur réclame? Croyez-le bien, Herbert de Larnac contre vous n'est pas moins redoutable qu'avec vous, et cela ne lui ressemble pas d'aller à la guillotine sans vous avoir vu partir pour la nouvelle. Dans votre intérêt personnel, sinon dans le mien, hâtez-vous donc, monsieur de X, général Y, baron Z, vous remplirez vous-même les blancs en lisant ces lignes, mais je vous promets qu'à la prochaine édition, il n'y aura plus de blancs à remplir. PS, en me relisant, je m'aperçois d'un oubli.
C'est à propos de ce malheureux Macpherson qui commit la sottise d'écrire à sa femme et de prendre un rendez-vous avec elle à New York. On suppose bien que lorsqu'il s'agissait d'intérêts comme les nôtres, nous n'allions pas nous en remettre à la discrétion ou à l'infidélité d'un individu de cette catégorie. En écrivant à sa femme, il trahit sa parole. Nous ne pouvions plus dès lors nous fier à lui, et nous dûmes aviser à ce qu'il ne revît jamais sa femme. J'ai souvent pensé qu'il serait gentil d'écrire à cette personne pour l'assurer qu'il n'y a pas d'empêchement à ce qu'elle se remarie. Bonne nuit. Bonne nuit.